Merci, Xavier, d'avoir accepté mon invitation pour discuter. Euh, En fait, on voulait non seulement te poser des questions, on sait que tu es un courtier immobilier agréé chez Remax Alliance. Ça fait plusieurs années, un bon nombre d'années que tu es dans le domaine. Puis je suis certaine qu'il y a plein de parents, de professionnels qui se posent des questions sur le futur de l'immobilier, de leurs investissements, des opportunités que leurs enfants auront ou n'auront pas dans le futur. Donc, aujourd'hui, je voulais qu'on puisse ensemble répondre à certains de ces questionnements-là qu'on pourrait avoir en tant que parents professionnels dans le monde de l'immobilier. Donc, depuis combien de temps exactement tu es dans le domaine Moi, de j'ai l'immobilier? commencé en 2005. Donc, ça fait déjà un bon 20 ans et plus que je fais de l'immobilier au sein de Remax. Génial. Puis, donc, tu as toujours été chez Max. Qu'est-ce qui t'a amené dans le domaine de l'immobilier? Dans le fait, quand moi j'ai commencé, j'étais entrepreneur peintre quand j'avais 19-20 ans. Donc, j'étais travailleur autonome. Donc, je gagnais peut-être 30 000 en 3-4 mois comme un travailleur autonome. Puis, ma deuxième année, je faisais 60 000. Donc, finalement, ça m'a pas appris que quand on travaille à son compte, on a beaucoup plus de possibilités à avoir une belle rémunération. Hormis que quand j'avais de 14 ans à 18 ans, je peux avoir 2 ou 3 jobs durant l'été. Puis mon maximum que je pouvais faire, c'était entre 5 à 6 000 parce que je n'étais pas capable de pouvoir me donner assez d'heures pour être capable d'avoir des bons salaires. Donc, moi, c'est certain que le travail d'entrepreneur, le travail de représentation, au niveau qualité et satisfaction, ben ça, je l'ai appris au McDonald's quand j'ai travaillé. J'ai travaillé aussi dans la vente des vêtements et Aldo. Vêtements, ben c'est sûr que c'est plus sous pression, ce qu'on ne fait pas en immobilier. En tout cas, moi, je ne le fais pas en immobilier. On vend une propriété, on va s'assurer de bien accompagner le client. Un chandail, on l'achète, on ne l'aime pas, on le jette, ça coûte 100 $, mais l'immobilier, c'est pour durer. C'est important de donner des bons conseils. Puis mon père, ben, il me léguait sa compagnie quand j'avais 24 ans, ou plutôt il voulait que j'aille travailler avec lui pour me la léguer puis avoir son fonds de retraite, ce que j'aurais dû faire. Malheureusement, ce qui se passe, c'est que souvent, quand on se fait léguer une compagnie, ben, on a nos idées et mon père, lui, ses idées étaient différentes avec l'âge. Donc, on a un petit peu percuté. Puis, malheureusement, on n'a pas réussi à s'entendre. Donc, mon père m'a envoyé sur mes cours de courtage immobilier, puis je devais aller chercher mon courtage dans le commercial, dans le secteur de la Nodière. Puis finalement, à force de parler avec des collègues de travail, ben, je suis allé dans la grande métropole de Montréal, qui me permet d'avoir un plus gros bassin, un plus gros volume, des plus grosses propriétés aussi. Donc, il peut peut-être me permettre de vendre une maison versus mes confrères dans le coin de la Nodière qui doivent peut-être en vendre trois pour le même prix. Donc, une des raisons pourquoi je fais de l'immobilier, ça va très bien. Donc, Parce que justement, dans les dernières années, c'est une propriété aux 5 jours, si je on me est rendu trompe même à pas. 3 jours maintenant. Ça va bien. Oui, ça va, ça va très vite, donc c'est très rapide. Qu'est-ce que tu dirais que c'est les trois plus grands avantages de faire avec toi spécifiquement? En réalité, c'est très difficile de pouvoir dire pourquoi les gens veulent faire affaire avec moi, mais moi, je sais pourquoi je choisis de faire affaire avec certains individus. Puis souvent, mes caractéristiques, c'est la rapidité d'exécution. Donc, quand on appelle quelqu'un, on veut qu'il nous réponde au téléphone. On veut que ça soit rapide. On ne veut pas qu'il nous rappelle 2, 3 jours après. Quand on lui demande de quoi, on veut que ça soit tout de suite. Donc, disons, vous appelez votre courtier immobilier, vous appelez l'entrepreneur, puis je lui demande de corriger une lumière qui est mal positionnée, puis finalement, il ne le fait pas. Là, je reviens le soir, c'est toujours pas fait. Puis le lendemain, c'est toujours pas fait. Après 3, 4 jours, je commence à être un petit peu plus énervé. Donc, moi, je veux pas que ça arrive. Donc, quelqu'un m'appelle. Première chose que je fais, je prends la documentation, je l'envoie tout de suite. Donc, moi, c'est sorti de ma tête. Ça me permet d'être super gros productif. Et sinon, c'est impossible pour moi de pouvoir faire une vente aux 3 jours. Ça, c'est le deuxième élément. Puis le troisième, c'est le service à la clientèle. Donc, moi, mon rôle, c'est de conseiller, de donner des conseils clairs pour éviter que mes clients, peu importe s'ils achètent ou s'ils vendent, en aucun temps, ils vont avoir des recours par la suite avec des avocats. Ça peut arriver, parce qu'on n'est pas tout au courant. Puis tout le monde peut poursuivre, même s'ils n'ont pas raison. Mais ça reste idéalement, quand on fait une transaction immobilière, c'est censé bien se faire. Généralement, l'acheteur et le vendeur sont contents. Et si les vérifications ont été bien faites, puis on nous transmet les bonnes informations, l'acheteur sait qu'est-ce qu'il achète. Puis il ne revient pas par la suite à me rappeler en disant, Xavier, j'ai tel et tel problème. Puis moi, évidemment, ce temps-là, c'est du temps que je peux pas donner à mes nouveaux clients. Donc, moi, je m'assure que si mon travail est bien fait, si on appelle ça de la compétence, mais on s'assure justement que les gens soient satisfaits, on s'assure qu'ils ne prennent plus de notre temps, puis on s'assure surtout que leur satisfaction va être reflétée sur les références qu'ils vont nous apporter. Puis moi, je vous dirais, c'est à peu près à 97% de la clientèle
c'est exclusivement des références. Il n'y a personne qui m'appelle comme ça sur le téléphone. C'est tous des gens que j'ai vendus aux frères, à belle-sœur, à tante, à grand-mère. J'ai vendu à toute la famille au complet comme ça depuis 2005. Parce que je savais que le téléphone, lorsque j'appelais au téléphone, puis bonjour, est-ce que vous seriez intéressé de vendre? Moi, si quelqu'un m'appelle, je suis pas intéressé de répondre. Si je suis intéressé d'avoir un courtier, je vais les appeler, je vais pas attendre qu'ils m'appellent. Donc, à l'inverse, moi, c'est la même chose. Je voulais pas déranger les gens. Donc, je voulais m'offrir un travail à 100% de qualité pour être certain que les gens puissent dire Xavier, wow, il est sacoche, j'ai envie de traiter avec lui. C'est ça, justement, pourquoi j'ai une belle réussite, parce que les gens sont en confiance avec moi. Donc, la rapidité, la compétence, puis le fait de faire les choses bien de la première fois pour éviter de perdre du temps. moi. Travailler en amont les dossiers pour éviter justement les problèmes futurs qui pourraient occasionner. Donc, préparer ton client, savoir qu'est-ce qu'on a besoin, savoir qu'est-ce que l'acheteur ou qu'est-ce que le vendeur va demander, puis s'assurer justement de respecter les conditions puis les délais qu'on a quand on a des offres d'achat. Puis, donc, avec toutes ces années-là, qu'est-ce que tu dirais que sont les plus grandes différences dans le marché quand tu as débuté, puis le marché qu'on observe actuellement en 2025 à Montréal? Personnellement, je vois pas vraiment de différence. C'est exactement la même chose. En 2005, on avait des triplex là, à 300 000, puis les gens trouvaient que c'était trop cher. Les taux d'intérêt étaient à 4,65. C'était des niveaux très, très bas dans le temps. Là, maintenant, on est en 2025. Le même triplex vaut peut-être 1,2 million. Les taux d'intérêt sont encore dans les alentours de 4,30. Donc, il n'est pas censé avoir de grosses différences. Puis les gens, mais évidemment, encore une fois, ils trouvent toujours les prix qui sont chers. Mais celui qui a acheté en 2005 est super content de l'avoir acheté. Mais sauf qu'en 2005, il est sûrement revendu plusieurs fois, puis là, maintenant, il dit, ah, j'aurais peut-être dû le garder. L'achat en immobilier, que ce soit en 2005, que ce soit en 2025, c'est censé être un achat à du long terme. Quand on achète à du long terme, on ne se trompe jamais. Donc, moi, mes actifs immobiliers, je les ai achetés, j'ai vendu le premier pour me permettre d'avoir de la liquidité, mon premier condo, puis ça, je pourrais expliquer ce que j'ai fait. Mais dans les faits, le reste, tous mes autres biens, mes autres actifs, je les garde, je les vends pas. Moi, mon objectif, c'est d'attendre que avec les années, ça se rembourse. Donc, moi, si par exemple, j'avais acheté une propriété par année en 2005, 2006, 2007, 2008, jusqu'en 2010, 25 ans, la garantie absolue sur ton amortissement est remboursée à totalité. Donc, ça veut dire que maximum, en 2035, moi, tous mes bâtiments sont payés au complet. Donc, est-ce que c'est un bel investissement? Oui, c'est l'idée, c'est de commencer tôt. Puis je pense que peu importe qu'on soit en 2005 ou qu'on soit en 2025, il faut toujours, si on a l'optique de vouloir avoir un patrimoine pour nous ou pour nos enfants, de commencer à investir et continuer à toujours le faire de façon en DCA. Donc, on achète un petit peu, après 2, 3 ans, on a rénové, on regarde en racheter un autre, on en rachète un autre, tranquillement, on rénove encore, ça prend de la valeur, on fait l'hypothéquer, on en rachète un autre, puis on augmente le patrimoine avec Donc, le plus tôt sera le mieux, peu importe le marché. même, tu sais, tout à l'heure, on discutait, puis moi, je suis en couple, ma conjointe, on a 40 ans, puis on essaie de planifier un patrimoine pour dire, on prend notre retraite. Moi, j'espérais prendre ma retraite à 45 ans. Je suis vraiment pas loin, mais j'aime quand même ce que je fais, donc tu sais, je vais continuer. Mais ça reste que ma conjointe, de son côté, est salariée, puis elle aimerait pouvoir dire, mais parfait, je vais prendre ma retraite aussi, mais moi, mon plan de retraite ne convient pas à son plan à elle, parce qu'il a été adapté pour moi. Donc, ce qui fait en sorte que le seul moyen que j'arriverais à l'aider à obtenir un plan de retraite accéléré versus derrière puis des séries, c'est de dire, parfait, on va acheter un autre bien immobilier. Donc, la conclusion, c'est que ma conjointe a dit, moi, j'ai à peu près 40 ans. Dans 25 ans, l'immeuble va être fini de payer. Ça veut dire que moi, il faut que j'achète un immeuble tout de suite à 40 ans. Et à 65 ans, ça va être mon plan de retraite, ça va être mon fonds de pension comme un REER ou comme une maison qu'on a en général. Mais elle trouve ça tard. Elle trouve ça loin. Donc, c'est sûr que l'idée, c'est plus que tu achètes tôt, mieux que c'est. Parce que si j'avais acheté à 20 ans, à 45 ans, mon premier immeuble aurait été déjà fini payé. Si j'en avais acheté un autre à 25 ans, à 50 ans, mon deuxième immeuble aurait été fini payé, puis vice-versa. Donc, l'idée en soi, c'est de, quand on a un projet de plan de retraite ou un plan de patrimoine, c'est de regarder où est-ce que je suis capable de pouvoir investir mon argent pour avoir une fluctuation meilleure que ce que je serais capable de pouvoir obtenir, par exemple, dans l'indice S&P TSX. On fait du 22-25% l'an passé, qui est excellent. L'immobilier, ça commence à avoir des très bonnes données, à du 7-8% d'inflation. Donc, une propriété à 1 million, on parle de 70 000, 80 000. Du remboursement à capital, tout dépendamment de ce qu'on a, on peut peut-être en avoir 30, 40 000, c'est pratiquement 100 000. Donc, on a vraiment des beaux potentiels en immobilier. Et l'avantage de l'immobilier, c'est l'effet de levier. Donc, on n'investit jamais, disons par exemple, on achète une propriété à 1 million. Moi, je ne mets pas 1 million comptant, je mets peut-être 20%, donc c'est 200 000 de mise de fonds.
Puis si je vais chercher à peu près un 7 de rendement qui est 70 000, puis j'ai un 30 000 en remboursement capital, ça fait 100 000. J'ai fait 50 de rendement sur ma mise de fonds de 200 000. Donc, c'est sûr que si je prends le TSC et le TSNP à 22-25 puis j'ai fait 50 de rendement dans mon immobilier, ben oui, ça peut peut-être avoir la peine d'investir et d'avoir justement des bons représentants qui vont être capables de pouvoir vous conseiller à améliorer son patrimoine sur une période peut-être de 10, 15, 20, 25 ans, tout dépendamment de votre profil d'investissement. Il y a beaucoup, beaucoup de choses dans ce que tu nous as dit. On parlait justement de l'immobilier comme stratégie pour la retraite. Comment planifier non seulement notre retraite, mais aussi de léguer à nos enfants, donc notre patrimoine. Comment tu vois ça de ton côté? Est-ce qu'il y a des opportunités pour nos enfants? Est-ce qu'il y a des opportunités pour nous de pouvoir mieux léguer à nos enfants grâce à l'immobilier actuellement? OK. Donc, dans le fond, tout à l'heure, pour reprendre ce que je disais, de 2005 à 2025, donc sur une période de 20 ans, les prix ont triplé à quadruplé. Donc, est-ce qu'ils vont encore tripler à quadrupler dans 20-25 ans? Je ne le sais pas, je ne suis pas devin. Est-ce que les taux vont augmenter, vont diminuer? Je ne le sais pas non plus. Une chose est certaine, c'est que c'est une vision long terme. Donc, on n'achète pas dans l'immobilier dans le but de faire, moi, du moins, je suis moins dans ce côté-là, de faire un flip, je rénove, je remets après un an, puis je fais un 50, 100 000, puis si toutefois j'ai fondation à faire, ben, j'ai tout perdu mon profit parce que je n'avais pas prévu. Sur une période de 10 ans, 20 ans, la fondation, c'est pas grave, on ne la verra pas dans le prix de la propriété, ça a coûté 500, 700 000, ça m'a coûté 100 000. Donc, l'idée est toujours une vision long terme. Donc là, actuellement, ce qu'on voit, c'est qu'on voit que les prix sont relativement élevés, puis qu'il y a une grosse inflation, puis il manque à peu près 860 000 habitations, puis qu'on en construit à peu près 80 000 par année. Donc, on a un manque des visiteurs d'à peu près 10 ans. Puis l'immigration, ils ont des blocages, eux autres, de leur côté présentement parce qu'on veut aider nos résidents québécois à pouvoir acquérir des propriétés. Puis là, je parle du marché québécois et non canadien, parce que Toronto, Vancouver, le marché, il décroît un peu, mais nous autres, il reste quand même très fort. Donc, on a fait un peu de protectionnisme dans le but de protéger nos habitations. Donc, moi, ce que je vois, c'est que la demande est quand même très, très forte. Puis, on n'a pas encore ouvert les valves à l'immigration pour qu'ils reviennent dans le marché pour faire exploser les prix. Donc, moi, c'est sûr que je vois que l'immobilier va continuer de croître. McCartney a mentionné justement qu'on avait peut-être l'intention de vouloir construire plus d'habitations pour pallier à tout ça. Mais plus d'habitations veut dire que la ville va se dépêcher à donner les permis de la ville alors que ça prend 1 à 2 ans. Donc, on est vraiment encore loin de son projet de rêve. Mais si ça peut arriver, tant mieux. Puis encore là, il faut qu'il trouve les terrains. Donc, dans tout ça, moi, perspective, ce que je vois, c'est qu'une vision long terme, les prix vont continuer de croître. Ce qui fait en sorte que nous, de notre côté, c'est si on achète pour nous, puis c'est pour notre retraite, excellent. Mais si on investissait d'une autre façon, parce que je parle toujours d'un investissement à long terme, on dit on va arrêter d'investir pour nous. On va plutôt investir tout de suite pour nos petits-enfants. Donc, ça veut dire que moi, présentement, j'ai mon petit garçon, il s'appelle Félix. Ben, Félix, il a 10 ans. Donc, si moi, maintenant, j'achète une bâtisse, puis je prends un plan avec un holding ou avec, justement, on a des comptables, on a des fiscalistes, on a des notaires fiscalistes, on a des avocats, on a une belle équipe, on s'appelle stratège de l'immobilier, c'est qu'on a une belle équipe justement qu'on est capable de pouvoir mettre en place pour les gens qui veulent avoir des structures. Donc, par exemple, je suis présentement en 2025, j'achète une bâtisse de 2 millions. Donc, mon gars, il y a 10 ans, ça veut dire qu'à 35 ans, il y a une bâtisse de 2 millions qui est nette d'impôts. Au prix payé, je revends le même 2 millions et fini de payer, il me rembourse 2 millions. Moi, j'ai pris le 2 millions, puis avec le holding, on a eu un beau plan. Puis moi, mon gars, ben, il y a une propriété qui est rebalancée, qui peut-être une plus-value de peut-être 1,5 à 2 millions. Donc, c'est certain que moi, ce que je suis en train de faire, c'est de permettre à mon gars d'acheter en date d'aujourd'hui versus d'acheter dans les prix de dans 25 ans ou dans 15 ans. Puis on s'entend que mon gars, quand il va avoir peut-être 25 ans, il ne pourra pas acheter une propriété parce qu'il n'y aura sûrement pas la mise de fonds, puis ça va être encore moi qui va falloir l'aider. Puis là, la mise de fonds, c'est appliqué sur une propriété de 4 millions à 20 c'est 800 000. On s'entend qu'à 25 ans, là, il n'y a personne ici qui avait 800 000 à moins qu'un parent était derrière. Donc là, à l'inverse, on est capable de pouvoir dire, parfait, je prends une propriété de 1 million ou 2 millions, je mets 20 de mise de fonds, 200, 400 000. Ça va coûter la moitié de ce que j'aurais dû donner à mon fils. Puis lui, il a une propriété qui est libre de dette dans 25 ans. C'est un beau projet à du long terme. Puis ça peut vous permettre d'accumuler. Ça l'amène à 35 et pas 60. Puis à 35, il va avoir un actif qui va lui permettre de racheter autre chose s'il veut, s'il n'a pas envie d'habiter la propriété, ça, c'est pas grave. Mais c'est sûr qu'il y a une gestion, puis en même temps, bien, étant donné que c'est une bâtisse dans le but de le céder à vos enfants, bien, vous allez l'impliquer aussi dans le projet de faire des travaux de peinture, comment ça fonctionne, faire des baux, être avec vous dans l'immeuble pour justement qu'il comprenne mieux. Donc, lui, il va acquérir de l'expérience. Puis si dans son métier, c'est pas de l'immobilier, puis il veut faire autre chose,
il y aura quand même eu une certaine base que vous allez l'avoir impliqué. Est-ce que c'est pour lui que vous le faites? Puis ça, ben, ça change, je pense, réellement la dynamique de les gens qui investissent à la bourse. Il y en a qui vont se prendre des polices d'assurance, c'est la même chose. Ils se prennent une police d'assurance à 1 million, puis cette police d'assurance-là, 1 million, ben, ils la transfèrent à leurs enfants, puis leurs enfants, ben, ils reprennent une police d'1 million, puis ils la transfèrent aussi à leurs enfants. Donc, eux, moi, vraiment qu'il y a un décès dans la famille, il y a 1 million qui rentre. Donc, au moins, ça t'aide à partir. L'immobilier, c'est exactement la même chose. Ça peut être des petits condos moins chers à 500 000 600 000, mais ça reste que le condo à 500 000 en 25 ans, il devrait valoir quand même pas loin pareil d'1 million. OK, donc, juste pour être sûr de bien Ouais. comprendre, si moi, par exemple, je me dis, bon, tu sais, j'ai mes résidences, j'ai déjà mes investissements, mais j'aimerais ça pouvoir léguer à mes enfants, est-ce que en date d'aujourd'hui, je peux acheter une propriété au nom de mon enfant? Idéalement, non. C'est toujours mieux de le mettre au nom d'une compagnie. Puis à OK? l'intérieur de la compagnie, ben, on va s'organiser dans le fond de créer un holding pour céder des parts d'actions. Mais tout ça, moi, je vais plutôt être plus à vous référer les fiscalistes et les planificateurs financiers qui vont monter votre structure, qui vont mieux vous l'expliquer. Je suis capable de pouvoir l'expliquer. Mais l'optique principale, c'est qu'un coup que la structure est bien montée, Ouais. ben, ça peut peut-être vous aider à libérer de l'argent libre d'impôts pour vous permettre justement de transférer tout à votre fils. Puis votre fils, ben, s'il y a une bâtisse à 2 millions payée, la banque elle va financer demain matin. D'autant plus que si c'est cédé à un membre de la famille que vous connaissez, parce que justement, il va avoir des revenus locatifs qui vont rebalancer. Donc, n'importe quelle bâtisse qui est rentable, ça va se faire financer sans problème. Tu sais, mon enfant, il a 18, 19 ans, je paye la propriété comptant, est-ce que je suis mieux de le mettre à mon nom, je suis mieux de le mettre au nom de mon enfant, c'est quoi les avantages? Ben, en réalité, il y a quand même des avantages, c'est sûr que il y a de l'impôt là-dedans, hein, il faut que je fasse attention pour ne payer pas Ouais. d'impôt, mais ça reste que il y a des avantages fiscaux qui peuvent être intéressants de pouvoir le mettre des fois au nom de votre fils, puis que vous prenez une entente de remboursement du montant en capital qui a été traité, puis que la plus-value reste dans les poches de votre enfant pour lui permettre de partir dans la vie. C'est quelque chose qui peut être fait. Donc, Donc, ouais. dans les faits, c'est d'expliquer. Je dis parfait. Moi, dans le fond, vous allez, peux-tu me donner un exemple concret que vous pourriez proposer à un client qui a un enfant qui s'en va aux études, soit qui achète ou soit qui loue. Puis c'est quoi ça serait quoi la meilleure des solutions, puis on le met à quel nom? C'est ça. OK. Donc, si par exemple, j'ai un enfant qui s'en va aux études, est-ce que je suis mieux d'acheter d'une propriété, de louer un bien pour le temps de ses études? Est-ce que je suis mieux de le mettre à son nom si on achète à son nom ou à notre nom? Au nom des parents. Ouais. Donc, dans les faits, nous, les stratèges, ce qu'on propose, c'est certain que si vous comprenez les valeurs locatives qui sont en pleine croissance présentement, on a eu une augmentation, c'était au-dessus de 5,9 cette année. Puis quand on fait la grille de calcul, on peut même monter à du 6,70 et plus là, pour cent. Donc, c'est pratiquement du 5 à 17 d'augmentation. C'est énorme. Avant, on était à 3. Donc, ça faisait à coût de 50 là, pour un appartement de 1 000. Donc, en général, les 3,5, dépendamment des secteurs, on est dans les alentours entre du 1 300 à 1 500, des 4,5 dans les alentours de 2 000. Donc, vous comprendrez que pour un enfant qui s'en va aux études, ça coûte relativement cher de payer 24 000 par année, plus peut-être un 10 000 pour les études, plus l'alimentation et autres. Donc, l'immobilier peut permettre justement de récupérer une partie de cet argent-là que vous auriez perdu, parce que la valeur locative de 24 000 est non récupérable, fois 4 ans, en supposant que l'enfant, après 4 ans, il a terminé les études, ça fait plus ou moins 24 fois 4, ça fait maintenant à peu près 100 000. Donc, c'est 100 000 qui est perdu. Là, à l'inverse, on prend une autre situation, on achète un condo, 2 chambres à coucher, plus ou moins 500 000, ça va coûter un petit peu plus cher, bien sûr, mais la propriété, à chaque fois que vous allez mettre de l'argent pour payer l'hypothèque, vous allez rembourser une partie du capital. Donc, ça va vous revenir moins cher souvent que le montant de loyer qu'il aurait payé. Puis l'autre avantage, c'est qu'on a toujours l'inflation standard qui est genre en général de 3 à 5 Cette année, c'est un petit peu plus pour récupérer 2023, 2024 qui était moins bien. Puis ça permet justement, si on fait une inflation de 5 par année sur 500 000, c'est 25 000, pratiquement le coût de loyer qui aurait perdu. Donc au total, il y a peut-être un 35 000 de gain total. Donc vous êtes quand même encore avantagé d'acheter. Un des éléments qui est intéressant, c'est quand on achète un 4,5, c'est qu'on a une chambre accessoire ou supplémentaire, soit pour un deuxième membre de la famille, ou peut-être sur un coloc. Ça, c'est certain que ça peut être quelque chose d'intéressant. On s'organise de dire à ton fils, parfait, j'achète la propriété,
Ton ami, lui aussi, va louer son 3000, puis ça va coûter 1500. Je vais te louer la chambre à 1000, 1200, parce que quand je rends les chambres, ça coûte 3800 puis 1000. Il loue la chambre à un de ses amis, il récupère un revenu qui paye les taxes, qui paye une partie des dépenses, puis en contrepartie, ben, le coût il a été amorti sur l'habitation principale. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Donc si on calcule 35 000 fois 4 ans, ça fait à peu près 130, 140 000 de plus-value sur la propriété. Là, la question, c'est cette plus-value-là, c'est au nom du parent, il va être imposable. Si c'est au nom de l'enfant, il ne sera pas imposable. La question, c'est comment on va payer la propriété. Est-ce qu'on paye comptant? Excellent, je paye comptant, lettre de don à l'enfant, l'enfant est propriétaire, on l'aide pour son bureau de crédit, puis on s'organise dans le fond qu'il n'y a pas de mensualité à part payer les taxes, les frais de condo et autres, puis en plus, il y a peut-être un revenu locatif qui va venir balancer un petit peu ses frais. Ce qui fait en sorte qu'étant donné que la résidence est au nom de l'enfant, lorsqu'il va revendre, c'est sa résidence principale, il n'y aura pas d'impôt dessus. Donc là, tantôt, je parlais qu'il louait une chambre. Là, s'il loue une chambre, puis s'il déclare ses montants, il y aura un montant qui sera imposable. Mais dans les faits, étant donné que c'est une résidence principale, c'est une des exemptions fiscales qui est la plus intéressante. Résidence principale, pas d'impôt. À l'inverse, on le met au nom des parents. Le parent, il loue à l'enfant. Le 135 000, c'est 50 du 50 Donc, finalement, à la fin, mais il va avoir une facture, disons, 135, c'est 60, c'est à peu près 30, 35 000 d'impôts de plus qu'il va devoir payer. Donc, est-ce que ça peut valoir la peine de pouvoir mettre au nom de l'enfant? C'est sûr. Est-ce que ça peut aider l'enfant pour optimiser son bureau de crédit? C'est certain aussi. Ça le rend plus susceptible de faire plus attention parce qu'il est quand même à son nom, puis il sait que justement, s'il y a une plus-value sur sa propriété, ben c'est dans le fond dans le but d'aider ses parents pour la banque. Des fois, en plus, on parlait tantôt de 135 000, il n'y a rien qui peut empêcher aux parents de dire de toute façon, cet argent-là, je l'aurais perdu en le payant. Donc, moi, je vais récupérer mon 500 000 à la lettre de don qu'on s'est faite avec le remboursement de ce montant-là, mais la plus-value reste à toi. Et à l'enfant, mais ça peut lui permettre de faire son premier dépôt, premier cash out ou sa prochaine propriété qu'il va pouvoir s'acheter dans un contexte qui ne veut pas rester dans le condo actuel. C'est vraiment intéressant. Donc, au lieu de dépenser, d'aller acheter un condo, une petite propriété, où est-ce que, dans le fond, l'enfant va être responsable, en fait, d'assumer la charge financière, mais au nom de ton enfant pour éviter de perdre ce 100 000-là, puis même aller croître le capital, en plus de donner une chance à ton enfant de pouvoir accéder à la propriété. Tout à fait. Il y a aussi une autre façon avec les hypothèques, ça se fait. C'est un petit peu plus compliqué. C'est seulement que sur l'acte de prêt, on doit mettre une répartition. Donc, la répartition, c'est de mentionner, par exemple, on parle de 500 000, on met un 20 de mise de fonds ou pour un propriétaire occupant, ça peut être 5 ça va être 10 Au-dessus de 500 000, c'est 10 donc c'est 50 000. Qu'est-ce qu'on mentionne? On dit parfait. Dans l'acte de prêt, on dit que 99 de la propriété est au nom de l'enfant, puis 1 est au nom du parent. Puis on s'organise, dans le fond, de mentionner que la propriété est au nom des deux, mais sur l'acte de prêt, c'est bien réparti, puis que le montant qui a été donné, parce que l'enfant n'a sûrement pas d'argent, ben, il devra être remboursé aux parents lors de la vente. Dans le fond, le parent, lui, il a 1 disons, d'impôt sur la plus-value qui ne sera pas grand-chose, puis la propriété reste toujours la propriété, dans le fond, de l'enfant avec l'aide financière du parent qui était sur la propriété dans le but de pouvoir l'aider. L'optique, c'est pas de sauver de l'impôt. L'optique, c'est de permettre à vos enfants de sortir d'une misère qui risque d'être très difficile avec le temps parce qu'on sait que les prix augmentent énormément et ont déjà augmenté beaucoup en 20 ans. Puis je pense que dans 20 ans, ça va être pire. Donc, pour éviter ça, bien, ça peut permettre de faire un investissement à votre enfant dans le but de l'aider pour plus tard. Oui, 100%. Parce que justement, c'est un petit peu actuellement, je pense que pourquoi les gens disent que bon, le marché est cher, c'est justement les prix ont augmenté, les mises de fonds donc augmentent. Donc, pour toi, c'est quoi un peu les stratégies qui peuvent être utilisées pour pour permettre à un enfant, un jeune qui voudrait dire, ben moi, oui, à 25 ans, j'aimerais ça, de pouvoir accumuler cette mise de fonds-là? Est-ce qu'il y a d'autres, avec les parents, il y a d'autres méthodes aussi? Ben, dans les faits, souvent, moi, je pense que c'est les parents. Moi, quand une personne travaille, mais maintenant, les gens, ils travaillent super fort, puis même en travaillant avec le coût de la vie, ils n'y arrivent pas. Donc, s'ils arrivent à mettre un 5 000 ou 10 000 de côté, c'est super. Donc, la propriété, ça prend 5 sur 500 000, c'est 25 000. Donc, il est encore déficitaire de 15 000. Puis notre argent vaut de moins en moins. Donc là, le problème, c'est qu'on travaille, puis notre argent vaut moins, l'actif augmente, donc on a un trop gros écart.
Donc, c'est certain que des stratégies, moi, je pense que c'est toujours de l'aide de quelqu'un de la famille. Il y en a souvent maintenant, ce qu'on voit, c'est que les gens ils sont deux à acheter, ou deux ou trois. Des fois, même les parents vont vouloir acheter avec les enfants parce qu'ils se rendent compte que la résidence, ça coûte pratiquement 3 4 000 par mois. Mais à la place, on va se prendre un duplex, on va se prendre chacun un étage, puis ça Mhm. peut les aider. Mais c'est certain que des fois, les gens, par exemple, on va dire, vous avez un parent qui a une propriété à 1 million, qui est fini de payer. Bien, la propriété, vous pouvez mettre un collatéral sur la maison. Une collatéral veut dire un lien, une garantie, qui permet à l'institution financière de mettre, par exemple, la mise de fonds en garantie sur la propriété. Donc, on va dire, par exemple, 200 000. L'argent n'est pas sorti, c'est juste un lien. Puis, on est Mhm. capable de pouvoir faire financer une nouvelle propriété sans Tu payer les... refinances pas, tu vas juste mettre le collatéral sur Tout à une fait. propriété payée. Est-ce que ça fonctionnerait si le bien n'est pas payé à 100%? Oui, en autant qu'on respecte la règle du 80%. Donc, T'es rassuré. si par exemple, on parle d'une propriété à 1 million, vous avez une hypothèque de 800 000, ça ne fonctionne pas. Vous avez une propriété à 1 million, puis vous avez une propriété avec une hypothèque de 600 000, vous avez 40%. Donc, vous avez un jeu de 20% supplémentaire que vous pouvez récupérer. L'avantage de ça, c'est sans mettre une scène de mise de fonds, vous êtes en mesure d'acquérir une nouvelle propriété, vu que vous êtes capable de pouvoir acquérir une nouvelle propriété, puis vous avez votre 20% que vous pouvez démontrer et non donner, vous sauvez tous les frais de la SHL à 100%. Donc ça, c'est intéressant, parce que souvent, quand on achète une propriété avec 10% de mise de fonds, on peut avoir des frais au-dessus de 2,5-3% de frais supplémentaires, puis ça ne paraît pas, mais 3% sur une propriété de 500 000, c'est quand même 15 000 de frais là, de la SHL qu'on peut sauver tout de suite. Donc, il y a d'autres produits comme les CELI, mais comme je vous expliquez, même mettre de l'argent en CELI puis mettre de l'argent en REER, même si on peut les récupérer, les propriétés augmentent trop vite par rapport à l'argent qu'on arrive à économiser. Ouais. Donc, c'est soit qu'un membre de la famille, soit qu'un grand-père, soit qu'il y a quelqu'un que vous connaissez qui peut vous aider pour combiner une mise de fonds commune, pour vous aider à commencer dans l'immobilier. Mais un coup, vous avez commencé, c'est facile d'accumuler l'argent parce qu'on ne s'en rend pas compte, on travaille, puis avec le temps, les années, ça augmente, puis c'est là qu'on arrive à se créer un fonds. Donc, moi, mon principal conseil, c'est en 2025, arrêtez d'écouter ce que les autres disent. Si vous avez à faire un achat immobilier ou vous voulez acheter, achetez. Puis l'important, c'est d'acheter un produit qui répond à vos critères. Le prix, là, ne regardez pas le prix. Si le produit répond à vos critères puis convient, moi, je serais très, très surpris que quelqu'un va aller voir une maison puis il est à 1 million puis il va lui donner 1 million. Il va en visiter 10 puis il va faire l'offre d'achat sur celle qui est la mieux puis que le prix est plus raisonnable. Donc, déjà, en partant, vous vous assurez que le prix du marché est déjà bon. Puis ensuite, ben, vous organisez de vous assurer que si vous vous offrez un prix, ben, c'est une chose, mais au moins que le produit répond à vos critères pour le garder dans le temps. Et si vous ne le gardez pas dans le temps, puis vous l'achetez, puis 1 an après, 2 ans, vous vendez, vous êtes coincé avec votre partenaire, ou vous êtes avec votre conjoint, puis vous vous séparez, oubliez ça, vous allez faire une perte dans l'immobilier, vous n'aimerez pas ça, puis vous dites, ben, finalement, j'ai perdu de l'argent dans l'immobilier. Tous ceux qui perdent de l'argent généralement en immobilier, parce qu'ils ne voient pas l'horizon long terme, puis ils sont pris à dernière minute, à la gorge, ou dans un contexte où ils ont perdu leur emploi, qu'ils doivent vendre, mais on ne doit jamais serrer la corde au cou. On se donne une chance, puis on se donne quand même un petit buffer, puis on y va sur les limites raisonnables avec l'aide qui nous est apportée d'un membre de la famille. Mettons un exemple, on parle d'une propriété à 400 000, on peut mettre 5% de mise de fonds. La personne, elle a 25 000 à son compte de banque. Ben, t'achètes pas. C'est trop serré. Moindrement qu'il y a un imprévu, un toit, une fondation, tu n'as plus d'argent. Tu fais comment pour vivre? Comment tu fais pour ta voiture, ton alimentation? Donc, il faut toujours que tu aies un coussin de côté, puis 5 000, le coussin n'est pas suffisant sur 25 000. Donc, moi, si je devais mettre 25 000 sur une propriété, c'est que j'en ai 50. Si je donne 50 000, c'est que j'en ai 100. Cette fois, si je veux en donner, je vais tout le temps me garder au moins une chance qu'il y ait peut-être un 20 ou 30 000 de plus au cas où il y a des mauvaises surprises. Puis il y en a toujours, c'est de l'entretien de maison. C'est comme une voiture, il faut mettre de l'essence, il faut payer l'assurance, il faut changer les roues, il y a toujours quelque chose. Une maison, c'est pareil, c'est de la dépense un petit peu plus élevée, donc il faut être capable de pouvoir la prévoir. Donc, dans le nouveau marché, si on veut permettre des nouvelles opportunités à nos enfants, l'idéal serait de justement regarder avec un fiscaliste selon notre situation comment on peut faire un don de la mise de fonds ou créer une structure à travers une entreprise qui va donc être léguée ou même possédée par notre enfant afin de lui donner ce petit coup de main-là pour la mise de fonds pour la première propriété et aussi de venir diminuer potentiellement notre impact fiscal, donc de pouvoir aller chercher de l'argent qui éventuellement ne sera pas taxable vu que ce n'est pas notre première propriété.